Aujourd'hui, je vais t'expliquer quel test d'intelligence passer pour déterminer si tu es... Aujourd'hui, je vais t'expliquer quel test d'intelligence passer pour déterminer si tu es haut potentiel, si tu es surdoué. L'objectif que je voudrais que tu te fixes, c'est de comprendre quelle est la meilleure manière, le meilleur test pour être sûr que tu es haut potentiel ou pas. On va faire la clarté sur la science et les pseudosciences pour que tu aies toutes les cartes en main pour être autonome dans ton choix. Et je vais te révéler les 3 biais psychologiques de confirmation qui sont utilisés sur, on va dire, les personnes en état de faiblesse avec ces tests. Donc, on va mettre tout à plat sur les moyens de mesurer l'intelligence. Je te souhaite la bienvenue à l'Université des hauts potentiels dans laquelle nous aidons les personnes avec un profil psychologique de haut potentiel, d'hypersensibles, à s'épanouir avec leurs douances pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Tu sais que tu peux dès à présent devenir élève de l'université en téléchargeant une première formation offerte qui t'apprend à canaliser ton haut potentiel. Tu recevras aussi mes vidéos privées complémentaires dans lesquelles je donne beaucoup plus de détails pour appliquer les conseils. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou du podcast. Alors, attention, cette vidéo, elle est faite pour les personnes qui ont vraiment besoin de savoir si elles sont au potentiel, hypersensibles avec un HPE ou pas. Mais vraiment un besoin parce que ça va mal chez elles. Si c'est juste par curiosité, un test de douance, c'est pas très utile. Savoir si on est entre guillemets intelligent, et on va voir ce que c'est que l'intelligence. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que tu vas afficher dans ton bureau derrière un diplôme avec j'ai un gros QI ou j'ai un petit QI? Bon, dans l'absolu, on s'en fout un peu. Mais attention, parce qu'on va quand même faire la part entre la science et les pseudosciences dans les tests d'évaluation. Donc, on va rentrer vraiment dans le mécanisme, mais c'est fait pour les personnes qui ont un certain mal-être et qui ont besoin de comprendre, qui ont besoin de valider si elles ont un haut potentiel ou pas pour savoir si ça vient de ça ou pas. Avant de continuer, pense à t'abonner afin de soutenir cette chaîne et aussi pour ne louper aucun conseil qui pourrait t'aider. Alors, aujourd'hui, peut-être que tu as des doutes de savoir si tu es peut-être différent, voire même fou ou folle. C'est la question qu'on se pose quand on a un profil au potentiel et qu'on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne comprend pas pourquoi on a cette différence. Au bout d'un moment, on se dit, mais en fait, je suis peut-être fou, je suis peut-être folle, j'ai peut-être un trouble de l'autisme. Bref, on se pose des questions et à cause de ça, on a peur d'être différent, d'être incompris ou d'être incomprise. Et ça nous amène à avoir des angoisses, à l'idée de savoir que tu es peut-être surdoué, au potentiel, et que la solution à tes problèmes se situe dans l'exploration de cette douance. Et ça te frustre de savoir que certaines personnes trouvent une solution à leurs problèmes. Quand on a un mal-être, quand on ne se sent pas bien, quand on n'est pas aligné, on a envie de savoir d'où ça vient. Et certaines personnes arrivent à mettre un nom sur leurs problèmes. Certains disent bah oui, j'ai une dépression, d'autres j'ai un trouble bipolaire, d'autres j'ai une maladie, d'autres voilà. On met un nom et on dit ouf, ça y est, j'ai trouvé ce que c'est, je vais pouvoir me concentrer sur cette problématique pour trouver une solution. Et lorsqu'on est dans cette frustration de ne pas trouver d'où vient ce mal-être, on voudrait bien arriver à mettre un nom pour savoir pourquoi tu te sens si différent ou différente. Et au bout d'un moment, on en arrive dans ce mécanisme de la recherche de cette problématique, d'en avoir marre de ressentir les choses différemment, de ne pas arriver à s'épanouir, de sentir que tu as des pensées qui tournent dans ta tête qui pensent trop. En gros, tu en as ras-le-bol, tu veux que ça change et tu veux savoir d'où ça vient. C'est à ce moment-là qu'on se dit « Ok, je pense avoir quelques signes du haut potentiel si j'allais valider que ce soit ça mon problème. » Et c'est à ce moment-là qu'on se pose la question sur quel test je vais passer pour savoir si je suis au potentiel ou pas. Alors bien sûr,
Première solution, le pire qui puisse arriver, c'est se dire, OK, bah, en fait, je passe pas de test, je reste dans le doute, j'imagine que c'est ça, je m'auto-proclame peut-être au potentiel. Et donc, bon, voilà, bah, j'en suis pas vraiment sûr. C'est une sorte d'épée de Damoclès où tu sais jamais vraiment si tu es au potentiel ou pas, si tu as une douance ou pas, si tu as une hypersensibilité avec une douance ou pas. Bref, tu es dans le doute. Est-ce que tu as envie que ça continue comme ça? Non. Ou deuxièmement, tu te dis, OK, je trouve une solution, je veux passer un test de douance, un bilan psychologique, on va voir les appellations après. Et à ce moment-là, tu dis oui, mais lequel? Est-ce que je dois passer un test de QI en cabinet? Est-ce que je dois passer un test sur Internet? Dois-je faire un bilan émotionnel? Dois-je faire un bilan psychologique? Et on se rend compte que c'est un petit peu la jungle quand on n'y connaît rien. On ne sait pas vers quel test se tourner. Donc, si tu as vraiment tous ces problèmes-là que je viens de t'expliquer, hein, ce dont tu as besoin, c'est de comprendre à quoi correspondent ces grandes catégories de tests pour définir lequel sera le plus adapté pour répondre à tes besoins et surtout lequel sera le plus fiable pour savoir si tu es au potentiel et si, entre guillemets, tu peux être reconnu officiellement par rapport à ce test. Et on va voir ce que ça signifie officiellement. OK ? Donc, fort de savoir tout ça, maintenant, c'est quoi un test d'intelligence? Parce que tu te dis, c'est bien, ok, bah, l'intelligence, je teste mon intelligence, ok, mais tu vas voir que c'est pas si simple que ça et tu as besoin de comprendre ce que c'est qu'un test d'intelligence pour avoir toutes les cartes en main. On va faire l'analogie avec une voiture de course. Dans une voiture de course, tu as le moteur, tu as le châssis. Le châssis, c'est là où il y a la voiture qui se repose avec les roues, etc. Tu as la carrosserie, qui peut servir pour l'aérodynamique. Tu as le pilote. Et ensuite, tu as les éléments extérieurs, c'est-à-dire la piste. Donc, tu as moteur, châssis, carrosserie, pilote et piste. Tu as 5 éléments qui rentrent dans la performance d'une voiture de course. Eh bien, le haut potentiel, c'est un petit peu la même chose. Et il y a plusieurs caractéristiques qui permettent de définir si une personne est, on va dire, intelligente ou au potentiel. Tu vas voir qu'il y a une nuance. Donc, première notion à prendre en compte, c'est tout dépend comment on définit l'intelligence. Et là, il y a 2 écoles. Il y a l'intelligence performance et l'intelligence holistique. Qu'est-ce que ça veut dire? L'intelligence de performance, c'est-à-dire, ok, j'ai ma voiture, je ne vais tester que la cylindrée du moteur. En gros, je prends le moteur, tu as déjà dû voir ça dans des émissions de télévision, on prend que le moteur, on le branche sur une machine avec des ordinateurs, on le fait tourner à fond et on mesure sa cylindrée. Et là, on va voir la performance du moteur. Ok. Maintenant, la question que je te pose, c'est est-ce que cette performance moteur va être l'unique information, l'unique qualité que doit avoir la voiture pour gagner des courses? Ben non, on l'a vu tout à l'heure, il y a besoin d'avoir un châssis, une carrosserie, un pilote, en rapport avec une piste. Est-ce qu'on doit rouler sur un terrain en terre battue, sur du macadam, etc. Donc tu vois que déjà, selon comment on définit l'intelligence de manière performance ou holistique, donc performance, c'est je teste la capacité, en gros la cylindrée de mon cerveau, la capacité cognitive. Et de l'autre côté, il y a l'intelligence holistique qui dit, à ce moment-là, on va prendre tout en compte, puisqu'il n'y a pas que résoudre des équations de mathématiques, hein, je résume un petit peu, je vulgarise, mais il y a aussi l'intelligence émotionnelle, il y a aussi l'intelligence artistique, il y a aussi, bref, il y a différentes formes qui te permettent à la fin de dire cette personne a un haut potentiel. Et à ce moment-là, on va tester le moteur, le châssis, la carrosserie, le pilote et en rapport avec la piste. Donc déjà, on a deux mondes, l'intelligence, je vais dire de performance, et le haut potentiel qui est beaucoup plus holistique, c'est-à-dire une douance, mais qui peut se caractériser dans différentes thématiques, dans différentes facettes de l'intelligence. Et j'aime bien, il y a une citation de Albert Einstein qui dit « Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson à sa capacité de grimper à un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si
on teste la douance, le haut potentiel d'une personne uniquement en se référant au QI, c'est-à-dire à la performance, eh bien, comme le dit la citation d'Einstein, si tu le juges juste à sa capacité à grimper un arbre, c'est-à-dire à avoir un QI, avoir une performance intellectuelle, il va vivre toute sa vie en croyant qu'il est stupide parce qu'en fait, peut-être que sa douance, elle vient d'ailleurs. Ce n'est pas dans ce qu'on appelle logico-mathématique, par exemple. La douance, elle peut être ailleurs. C'est là que se forment les deux écoles, pour ne pas dire les deux clans, de l'intelligence performance, QI, et de l'intelligence, on va dire plutôt le haut potentiel, holistique, où on prend en compte tout l'individu. Ça, c'est les deux premières notions pour comprendre après les tests. Donc, on en vient à quoi? On en vient par exemple avec les tests de performance qu'on appelle les tests de QI, de quotient intellectuel, à mesurer la cylindrée. Et là, à ce moment-là, on va dire, OK, cette personne a un QI qui est au-dessus de 130, qui est la norme pour déterminer si une personne est douée ou pas. Donc, au-dessus de 130, elle est douée. C'est un petit peu comme si je disais, cette voiture a un moteur V8 turbo. Ok, super, elle a un moteur V8 turbo. Est-ce que c'est seulement ça qui va lui permettre d'être performante dans les conditions d'une course? Non, on l'a vu tout à l'heure, carrosserie, châssis, pilote, etc., etc. Donc, première notion, à prendre en compte les tests d'intelligence QI et les tests de haut potentiel plus holistiques. Ensuite, le haut potentiel n'est pas toujours exprimé parce que ça dépend de plusieurs facteurs. On l'a vu tout à l'heure avec la citation d'Einstein. Hein. Si on juge une personne, enfin un poisson rouge à sa capacité à monter dans un arbre, il se croira tout le temps débile. Donc le haut potentiel n'est pas toujours exprimé. C'est-à-dire que la douance n'est pas toujours évidente. On ne va pas avoir l'impression d'avoir une personne, entre guillemets, intelligente en face de soi. Parce que la douance, elle est à l'état de potentiel, c'est bien pour ça qu'on dit haut potentiel, cette personne a un potentiel, mais il n'est peut-être pas encore exprimé. Et les hauts potentiels qui s'expriment, il y en a bien sûr, mais ils sont minoritaires. Donc de quoi ça dépend? Ça va dépendre de facteurs extrinsèques, c'est-à-dire un environnement favorable, ce qu'on appelle un petit peu l'épigénétique. C'est vrai que quelqu'un qui a une douance dans l'expression artistique, dans la peinture, dans le chant, dans la musique, s'il est dans un environnement défavorable, des personnes, une famille qui n'est pas du tout en accord avec la musique, qui n'a pas les moyens de lui payer des cours de musique, etc., est-ce que sa douance va s'exprimer? Non. Donc il y a des facteurs extrinsèques qui viennent limiter l'expression du potentiel. Ensuite, il y a des facteurs intrinsèques qui limitent l'expression du potentiel. Premièrement, il y a ce qu'on appelle les comorbidités psychiatriques. C'est quoi une comorbidité? Eh bien, c'est quelque chose qui va limiter, s'ajouter, perturber la lecture de ce qu'on cherche. Là, dans notre cas, c'est le haut potentiel. Et dans les comorbidités psychiatriques, il y a par exemple les troubles du spectre de l'autisme, les troubles du déficit de l'attention avec hyperactivité, les dyslexies, la dépression. Tout ça sont des facteurs intrinsèques qu'on peut avoir qui vont perturber l'expression de ce haut potentiel parce qu'effectivement, avoir un trouble du déficit de l'attention va limiter nos performances. Une dyslexie va nous empêcher de faire des choses correctement. Une dépression va baisser aussi. Bref, tu comprends, il y a des comorbidités psychiatriques. Et deuxième facteur intrinsèque, c'est la confiance en soi. C'est-à-dire que le haut potentiel, en général, par sa différence, sa manière de voir la vie très différente, il se sent différent, il se comporte différemment, et donc dans son cheminement de vie, dans son parcours de vie, il va être confronté à une non-acceptation de qui il est, de par sa différence de vision, de réflexion, d'appréciation de la vie. Et donc, de par ses expériences, on va appeler ça des expériences traumatisantes, il va se remettre en question en permanence, d'où sa vision avec un prisme déformant sur sa douance. Au bout d'un moment, il va se dire « je suis différent, je ne fonctionne pas comme tout le monde, donc je ne suis pas quelqu'un de normal, donc je vois ma vie sous un prisme déformant, donc je la vois de manière à ce que je suis anormal, donc je ne fonctionne pas normalement, donc je ne suis pas performant, et donc je perds confiance en moi. » Il y a une remise en question permanente qui fait qu'on n'ose pas exprimer son haut potentiel. Okay, donc facteur extrinsèque, facteur intrinsèque. Donc, pour certains, le haut potentiel est évident.
Pour d'autres, le haut potentiel est masqué par d'autres troubles. OK ? Et paradoxalement, lorsqu'il y a un haut potentiel, ces troubles sont aussi masqués. Bref, je ne vais pas rentrer dedans. Je te renvoie vers des vidéos dans lesquelles j'explique ça plus en détail. Donc, tu comprends déjà que on est dans une lecture déjà pas évidente du haut potentiel pour faire ça. Maintenant, on va passer dans l'expression du haut potentiel. On va passer au test. Tu as compris que le haut potentiel ne s'exprime pas toujours. Il y a l'intelligence performance et l'intelligence holistique. Maintenant, on va passer au test. Les 3 catégories de tests qui existent. Moi, quand je bafouille comme ça, c'est quand un sujet me passionne, mon esprit va plus vite que ce que je dis, et donc je dis n'importe quoi. Enfin, je bafouille. Bref, 3 catégories de tests. Premièrement, il y a les tests cognitifs, d'intelligence, de performance. Deuxièmement, il y a les tests psychologiques d'intelligence émotionnelle. Je vais t'expliquer ce que c'est. Et troisièmement, il y a les tests comportementaux, c'est-à-dire les tests de personnalité. On a ces 3 catégories de tests pour aller, en quelque sorte, mesurer, c'est pas vraiment ça, mais apprécier le profil d'une personne. Tests cognitifs, tests psychologiques d'intelligence émotionnelle, tests comportementaux, tests de personnalité. 3 tests. On va aller les explorer pour que tu comprennes ce que c'est que ces tests. Premièrement, les tests cognitifs, c'est-à-dire l'intelligence de performance. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On va tester la cylindrée. Okay ? En gros, on teste les caractéristiques de la douance. Test QI. Donc, avec ce test de QI, le QI actuel, on appelle ça le QI standard, correspond au rang auquel se situe une personne en comparaison à une population. Et ces tests sont construits et étalonnés lors de leur conception pour que les résultats suivent une courbe de Gauss, qu'on appelle une courbe de Gauss. C'est une courbe en forme de cloche que tu as déjà vue si tu t'es intéressé au potentiel. Et cet étalonnage est régulièrement mis à jour pour correspondre à la population générale, parce que la population évolue. La population d'aujourd'hui n'est pas la même population d'il y a 200 ans en arrière. Donc cet étalonnage est remis au goût du jour tous les 10-15 ans à peu près. Il se fait par pays et par tranche d'âge. C'est-à-dire qu'on remet à jour tous les 10-15 ans par pays et par tranche d'âge afin de prendre en compte les caractéristiques démographiques et culturelles de chaque population. Par exemple, le test VICE-4, le VICE-4, c'est un test qui permet de tester le QI. Le test VICE-4 américain n'est pas l'équivalent exact du VICE-4 français. Et lorsque les scores obtenus aux indices principaux ont un écart supérieur à 15 points, on parle de QI hétérogène. C'est-à-dire que dans ce test, on va tester différentes catégories, mais s'il y a un écart entre ces différentes catégories de 15 points, on parle de QI hétérogène. Et à ce moment-là, il n'est pas possible de calculer le quotient intellectuel. Okay, bon, ça n'empêche pas d'interpréter les résultats, mais on ne peut pas dire vous avez un QI de ça s'il y a un écart de plus de 15 points. Le psychologue est censé ne pas annoncer de QI. Et donc le quotient intellectuel total, ce qu'on appelle le QIT, se calcule comme ça à partir de 7 subtests répartis en 5 indices principaux. Premièrement, il y a l'indice de compréhension verbale, c'est tout ce qui est communication, verbe, compréhension de la langue. Deuxièmement, c'est l'indice visio-spatial, qui mesure la capacité à présenter et représenter l'espace. Troisièmement, il y a l'indice de raisonnement fluide, qui est composé de matrices. Ce sont les tests de logico-mathématiques, par exemple. Ensuite, il y a l'indice de mémoire de travail. Là, ça va être la mémoire des chiffres, retenir des chiffres, les dire à l'endroit, à l'envers, etc. Et ensuite, il y a l'indice de vitesse de traitement. C'est-à-dire, on doit déchiffrer un code et on doit déchiffrer le plus rapidement possible un code. Par exemple, 0 CA, 1 CB, et on doit comme ça faire ça le plus rapidement possible. Donc, on a ces 5 éléments, indice de compréhension verbale, indice visio-spatial, indice de raisonnement fluide, indice de mémoire de travail, indice de vitesse de traitement. C'est ce qui permet de mesurer le QI. Quand ces 5 indices ont moins de 15 points d'écart, on peut calculer le QI. S'il y a plus ou moins 15 points d'écart, on dit qu'il y a un QI hétérogène. Et à ce moment-là, on ne peut pas annoncer le QI. Petite parenthèse, malheureusement, beaucoup de hauts potentiels ont un QI hétérogène. Donc c'est compliqué, ils passent à travers de ce test. On va y revenir après. Donc les avantages de ce test de QI.
Premièrement, c'est un test qui est régulièrement mis à jour. Il est fiable sur le QI, parce qu'on teste la performance, rappelle-toi, le moteur, la cylindrée uniquement, et on teste le QI si c'est bien interprété par le testeur, la personne qui teste. Encore faut-il savoir bien interpréter. Troisièmement, l'avantage, c'est qu'il est reconnu dans le monde, ce que j'appelle le monde académique, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on parle de test de QI, un psychologue, un neuropsychologue va dire « Ok, test de QI, tu vas dans une clinique, etc. » Dans le milieu scolaire, on va dire « Oui, est-ce qu'il a passé un test de QI ?» Parce que c'est le niveau zéro de la compréhension du haut potentiel, selon moi. Mais c'est facile. Donc, c'est fiable sur le QI, quoique, c'est régulièrement mis à jour et c'est reconnu dans le monde académique. Les inconvénients, c'est-à-dire en fait les limites de ce test de QI. Premièrement, c'est un test qui est onéreux. Il faut compter aux alentours, allez, à la louche, 500 € pour passer ce test, entre les comptes rendus, la consultation, aux alentours de 500 €, voire beaucoup plus. La problématique, c'est que ce test-là, il y a une société privée qui est éditrice de ce test-là, qui détient le monopole. On ne va pas rentrer dans le détail, mais juste pour te dire, ce test-là n'est pas un test public. C'est un test qui appartient à une société privée qui détient le monopole des tests de QI et qui donc vend ce test de QI. C'est un kit qui se vend aux psychologues, qui est relativement cher. Il faut être formé à ça. Donc en fait, je ne vais pas dire que c'est biaisé parce que je dirais n'importe quoi, mais il y a un petit quand même, pourquoi ce test-là a pris le monopole plutôt qu'un autre? Voilà, une petite question à se poser. Donc c'est onéreux. Deuxième limite, c'est que la réussite du test est remise en question en cas de troubles gênant la compréhension des consignes ou la réalisation des tests. Par exemple, les troubles de la vue, de l'audition, des troubles de l'apprentissage, la dyslexie, la dysorthographie, la dysphasie, les dyscalculies, etc. Donc, il y a d'autres facteurs qui peuvent modifier les résultats d'un test, par exemple l'état émotionnel, l'état de santé, la fatigue, la maladie, la consommation de psychotropes, ou même la motivation. Et de même, s'il y a l'existence de troubles psychiatriques comme une dépression, ça peut amoindrir les capacités intellectuelles et fausser les tests de QI. Donc ce test-là, il est très sensible à ces troubles qui, s'ils viennent perturber, par exemple, tu passes un test de QI, mais tu ne sais pas que tu as un TDAH, par exemple, en fait, ça peut être totalement faussé. Si tu viens passer un test de QI et que tu es dans une dépression, ou une dépression, on va dire, pas aveugle, mais une dépression fourbe, c'est-à-dire qu'on ne voit pas très bien, ça limite ta performance. Donc, sensible aux troubles associés. Okay. Il y a la partie de motivation qui est importante, c'est-à-dire que la motivation à être performant lors de ce test psychométrique va conditionner le résultat. Si tu arrives et que tu n'es pas très motivé, que tu n'es pas très sûr de toi, etc., tu vas contre-performer. C'est comme un sportif de haut niveau. Il y a un risque d'hétérogénéité, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le QI n'est pas annonçable si tu as 15 points d'écart. De mon point de vue, ce n'est pas assez complet pour le haut potentiel si on définit l'intelligence de manière holistique. Tu l'as compris par rapport au début de la vidéo. Et par ailleurs, pour de nombreux auteurs, ce QI n'a pas de valeur en lui-même. Il ne traduit que le rang auquel le score d'un sujet le classe par rapport à son échantillon de référence. On ne peut pas résumer l'intelligence à un indicateur unique. Les tests psychométriques ne doivent donc pas être considérés comme des mesures de l'intelligence. Ils évaluent les fonctions cognitives particulières et donnent des modes de fonctionnement de la personne. Tu comprends la nuance? Donc, au plan méthodologique, les normes des tests d'intelligence ne sont pas suffisamment discriminantes pour mesurer avec précision les performances au-delà de 130 points. Ça, c'est une note des limites. Ce test de QI n'a pas été fait pour mesurer le haut potentiel. Au plus on s'éloigne de la moyenne des gens, la moyenne est à 100 de QI, au plus on s'éloigne, au plus le test de QI perd de son pourcentage de fiabilité, en fait. C'est un problème méthodologique, c'est un problème de norme de test. Au plus on va vers le haut, au plus on va vers le bas, il devient moins performant. Autre limite, c'est qu'au plan théorique, l'identification au moyen d'un QI ne permet pas de refléter toute la complexité des conceptions scientifiques les plus récentes du haut potentiel, ni même la diversité des variables impliquées dans l'expression du talent à partir du haut potentiel. Aujourd'hui, ça a évolué.
on sait que l'intelligence, le haut potentiel, hein, c'est pas un QI. Donc, ce test de QI est, entre guillemets, et là ça n'engage que moi, peu utile pour le haut potentiel, peu, c'est-à-dire très peu, hein, pas utile pour le potentiel. Pourquoi ? Parce qu'on dit qu'un test est valide lorsqu'il mesure bien la caractéristique qu'il cherche à mesurer. Donc ce test est valide pour mesurer le QI. Est-ce que ce test est valide pour mesurer le haut potentiel quand on le définit de manière holistique ? Non. OK ? Et en plus de ça, ce sont des bruits de couloir du monde académique, ce test devrait être mis à jour, voire même remplacé. Il y a de nouveaux modèles qui sont récemment apparus, qui devraient profondément renouveler l'étude de l'identification du potentiel. Il y a 3 modèles qui illustrent les principales caractéristiques de ces nouvelles conceptions. La théorie des 3 anneaux de Renzulli, le modèle différencié du don et du talent de Gagné, et le modèle de Munich du don et du talent qui a été avancé par Heller et ses collègues. Et ces nouvelles approches reposent toutes sur 4 postulats. Elles supposent tout d'abord que le haut potentiel intellectuel peut s'exprimer à travers des formes d'intelligence différentes. Hein. Et on rappelle par exemple que la théorie des intelligences multiples de Gardner, à laquelle il est souvent fait référence, distingue jusqu'à 8 formes d'intelligence différentes. Donc ces modèles-là postulent qu'un haut potentiel peut se révéler dans bien d'autres domaines de compétences que l'intelligence, ce qui conduit leurs auteurs à suggérer que le diagnostic doit s'étendre à plusieurs dimensions de la personne, la personnalité, les intérêts, etc. Et en faisant ça, on introduit une distinction entre le haut potentiel, qu'on appelle le don, qui correspond à une attitude supérieure à la moyenne, et le talent, qui désigne une compétence supérieure exprimée dans un champ d'application particulier. OK ? Haut potentiel, don, talent, performance dans un domaine particulier. Là, tu commences à te dire, Siegfried, ouah, j'ai le cerveau qui fume, mais il faut comprendre ce que c'est. Donc, ces types de tests, qu'est-ce que c'est ? C'est le VICE 4 pour les adultes, le VISC pour les enfants. Et on met dans ce type de test-là les tests que propose le Mensa, une association qui regroupe des surdoués, qui propose ce type de test cognitif de performance. OK. Premier type de test. Deuxième type de test, ce sont les tests psychologiques d'intelligence émotionnelle. Pourquoi on parle d'intelligence émotionnelle ? Parce qu'effectivement, on sait aujourd'hui que le haut potentiel peut s'exprimer, la douance peut s'exprimer au niveau des émotions. Que fait-on d'un Mozart, d'un Beethoven, que fait-on de grands peintres, etc. par une douance au plan émotionnel. Donc, comment on fait ? Eh bien, il faut aller chercher, explorer cette thématique émotionnelle. Donc, on va passer ce qu'on appelle un bilan émotionnel. Et ce qu'on appelle le quotient émotionnel dans le jargon se traduit par l'habilité d'une personne à pouvoir exprimer ses propres émotions, les assumer, les comprendre, raisonner en fonction d'elles, mais aussi à celle de comprendre et interagir avec les autres selon ses émotions. Donc, je te donne les principales composantes de l'intelligence émotionnelle. Premièrement, la capacité à évaluer ses propres émotions. Deuxièmement, la capacité à évaluer les émotions chez les autres, ce qu'on appelle l'empathie ou l'hyperempathie quand c'est une nuance. La capacité à utiliser ses émotions dans la résolution de problèmes. Ne pas confondre avec les hypersensibles qui ça pose problème. La capacité à exprimer ses émotions, la capacité à gérer ses propres émotions, la capacité à gérer son impact sur les émotions des autres. Donc, on peut se poser une question, est-ce que l'intelligence émotionnelle est plus importante que l'intelligence cognitive ? L'intelligence émotionnelle et l'intelligence cognitive sont très différentes, mais complémentaires. Elles se basent sur des réseaux neuronaux différents, mais qui sont interconnectés. Et en fonction des situations et du profil psychologique de la personne, une des formes d'intelligence sera plus sollicitée, intellectuelle ou émotionnelle. OK ? Donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme outil d'évaluation de l'intelligence émotionnelle ? Eh bien, on a le test d'évaluation personnelle de l'intelligence émotionnelle qui a été publié par le psychologue australien Nicolas Shute, je crois que c'est en 81, qui évalue l'intelligence émotionnelle telle que définie par Peter Salovey et John Mayer. Ce sont des chercheurs aussi. Il y a l'échelle des affects positifs et des affects négatifs qui a été publiée par un psychologue américain.
Et c'est l'un des tests les plus fréquemment utilisés pour mesurer l'affectivité dans la recherche psychologique. Il y a aussi l'échelle de difficulté de régulation des émotions qui est publiée par un psychologue américain, c'est Kim Gratz et Romer, qui évalue les difficultés liées à 6 composantes de la régulation des émotions. Bref, on a des outils pour mesurer ça. Les avantages de ces bilans émotionnels, c'est que ce bilan, il peut aider à améliorer la compréhension de soi et des autres, ce qui peut améliorer les relations interpersonnelles et la qualité de vie globale. Ça peut également aider les personnes à mieux gérer le stress, à prendre des décisions plus éclairées, à résoudre les conflits plus efficacement et à réussir dans leur vie privée ou professionnelle. En outre, l'intelligence émotionnelle peut aider à différencier les personnes avec un haut potentiel intellectuel de celles ayant un trouble du spectre de l'autisme. Parce que les personnes atteintes de troubles du spectre de l'autisme ont souvent des difficultés à comprendre et à exprimer leurs émotions, ce qui peut être confondu avec des difficultés intellectuelles. En revanche, les personnes avec un haut potentiel intellectuel ont souvent des compétences émotionnelles supérieures, donc ce qui peut aider les personnes à différencier le haut potentiel des troubles du spectre de l'autisme. C'est pour ça que ce bilan émotionnel est intéressant. Et aussi, l'intelligence émotionnelle peut jouer un rôle important dans le dépistage du potentiel parce qu'en effet, les personnes avec un haut potentiel intellectuel ont souvent ces capacités supérieures de compréhension et de gestion des émotions. Donc c'est un des paramètres qui permet de déterminer si on a un haut potentiel ou pas. Quelles sont les limites de ce type de bilan émotionnel ? Il n'y a pas de quotient émotionnel moyen. Le compte-rendu des tests de quotient émotionnel est davantage qualitatif que quantitatif. On ne donne pas de notes. On va exprimer la qualité du quotient émotionnel, mais on ne peut pas dire que vous avez un quotient émotionnel au-dessus de 130. Le bilan n'est pas chiffré, mais il est écrit et expliqué par la personne qui teste. Et de plus, les résultats peuvent être influencés par des facteurs, encore une fois, la fatigue, l'anxiété, l'humeur de la personne au moment de l'évaluation. Donc les résultats ne devraient jamais être utilisés comme la seule mesure de la personnalité ou des capacités d'une personne. On parle bien du quotient émotionnel. Okay. Troisième et dernier type de test, ce sont les tests comportementaux, c'est-à-dire la résultante extérieure de la douance. C'est l'aspect mode de fonctionnement et relationnel, ce qu'on appelle en gros les tests de personnalité. Donc c'est quoi ? Il s'agit de questionnaires avec des affirmations qu'il faut confirmer ou infirmer avec une échelle. Je suis très stressé lorsque je vois une araignée. Oui, ça me convient tout à fait. Non, pas du tout. Et je vais mettre une échelle entre les deux. C'est comme ce type de questionnaire-là. Donc, l'avantage de ces tests de personnalité, c'est que ça permet encore une fois d'apprendre à se connaître, d'apprendre à découvrir ses forces, ses faiblesses, découvrir comment mieux communiquer aussi. Les limites des tests de personnalité, c'est que c'est de la pseudoscience. Il n'y a aucune valeur scientifique en fait dans ces tests-là, parce que le problème, c'est qu'on va faire rentrer les gens dans des stéréotypes. Et on sait qu'en science, les stéréotypes, en fait, c'est pas très bon. Et en plus de ça, ils peuvent varier en fonction des circonstances, du niveau de stress, de la volonté de vouloir montrer sous son meilleur jour, d'une certaine expérience de ce type de questions, quand les candidats sont habitués à être soumis à ce type de questions. Donc, le résultat peut varier. Et les personnes testées, il faut savoir que dans ce type de test-là, n'agissent pas d'une façon constante dans toutes les situations. C'est-à-dire qu'il y a un niveau d'implication dans le test qui est fluctuant et on va avoir des réponses qui vont fluctuer au moment où on nous pose des questions dans notre vie, dans notre journée, dans notre semaine, dans l'année, etc. Donc, il y a une fluctuation là-dedans. Quels sont ce type de tests qu'on appelle le MBTI, l'énéagramme, le test de personnalité DISC, etc. Tout ce type de tests qu'on peut avoir au niveau de la personnalité. Donc, tu dis Siegfried, ok, mais comment je fais maintenant avec ces informations ? Comme tu peux le constater, aucun test n'est parfait. Le problème, c'est qu'en psychologie, on travaille dans une science dite molle. C'est une science qui n'est pas objectivement quantifiable avec exactitude. À l'inverse de la science dure, comme les mathématiques par exemple. Là, c'est carré. Là, c'est la psychologie, c'est mou.
le taux de fiabilité est variable en fonction de nombreux paramètres liés au test, à l'analyse de l'examinateur et au comportement et à l'état psychologique de la personne testée. On est dans une science molle. Donc maintenant que tu sais ça, les différents types d'intelligence, les deux mondes, les tests, la certaine souplesse au niveau des résultats de ces tests-là, et attention maintenant, pour que tu aies toutes les cartes en main, mise en garde contre les 3 biais psychologiques de confirmation sur les personnes qui sont en état, on va dire, de faiblesse par rapport à tout ça. Parce que je vois trop de personnes qui se laissent emporter en disant « Ah, j'ai lu un livre sur le potentiel, je suis au potentiel. Ah, j'ai fait un test sur Internet, je suis au potentiel. Ah, mon psychologue m'a dit que j'étais au potentiel, donc je suis au potentiel. » Donc, attention, mise en garde, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas l'école des fans, le monde des bisounours. On ne rigole pas avec la psychologie, l'état de santé mentale des gens. Il y a 3 biais cognitifs auxquels tu dois te faire attention, même si tu passes un test. Je te les donne. Premier biais, c'est que les personnes qui se laissent persuader par ces biais cognitifs, en général, sont en état de grande douleur ou de grande peine. Et elles sont prêtes à tout pour trouver une solution à leur mal-être. C'est ce que je t'expliquais au début. Je me sens pas bien, j'ai un mal-être, je comprends pas ce que c'est. Des gens qui trouvent d'où vient leur problème et grâce à ça, ils trouvent une solution. Si j'ai mal à la tête, je prends une aspirine, tu vois. Si je vais pas prendre un pansement sur le doigt si j'ai mal à la tête. Ben moi, je veux trouver quel est mon problème pour pouvoir trouver la solution. Et il y en a qui sont tellement dans le mal-être qu'ils sont prêtes à tout croire pour trouver une solution à leur mal-être. Et il ne faut pas se le cacher aussi, il est plus glorifiant d'être au potentiel que tout simplement en dépression, ou tout simplement atypique, ou tout simplement un anarchiste exubérant. C'est toujours plus glorifiant. Donc, premier biais cognitif, l'effet Barnum de la littérature sur le haut potentiel. C'est quoi l'effet Barnum ? Ça conduit un individu à considérer une description générale et floue de traits de personnalité comme s'appliquant précisément à sa propre personnalité. C'est quoi ? C'est un petit peu ce qu'on voit dans les horoscopes, dans les journaux. Voilà. Cancer, vous allez trouver l'abondance. C'est quoi l'abondance ? C'est quoi la valeur de l'abondance ? Donc, ah tiens, ce mois-ci, j'ai trouvé un billet de 10 euros. Ouh, c'est la vérité alors. Ah tiens, j'ai trouvé 10 centimes. Ah ben c'est la vérité. C'est très flou. Donc l'effet Barnum, c'est une description, et on en voit beaucoup de descriptions du haut potentiel qui peuvent être considérées comme vagues et floues, qui font que les personnes vont se dire « Ah ouais, mais ça me correspond à ça, moi. C'est ma description, je m'y reconnais dedans. » Alors qu'en fait, parfois pas vraiment. Ou on se reconnaît à 2-3 caractéristiques, mais pas aux 20 caractéristiques. Bref, là on tombe dans le type d'une personnalité qui est très ou trop crédule. Elle va croire trop facilement la description, et se l'approprier, c'est l'effet Barnum. Attention de ne pas tomber dedans. Deuxième biais de confirmation, c'est la tendance instinctive de l'esprit humain à rechercher en priorité les informations qui confirment sa manière de penser et à négliger tout ce qui pourrait la remettre en cause. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est quoi ? C'est « Ok, je me crois au potentiel, donc toutes les preuves du contraire, je ne vais pas les voir, je vais les écarter, hop, je mets des erreurs, non, je suis au potentiel, là, toutes les preuves qui font le contraire, non. Par contre, tout ce qui confirme que je suis au potentiel, je vais le prendre, me l'intégrer et dire, voilà, ça confirme que je suis au potentiel. Et j'ai écarté toutes les pistes. Hein ? Donc, attention à ce biais de confirmation, il faut tout prendre en compte. Troisième et dernier biais dedans, c'est ce qu'on appelle l'effet d'étiquetage. C'est quoi ce biais-là ? C'est un effet qui consiste à se comporter comme la définition de sa personnalité. Il s'agit d'un biais cognitif qui se produit lorsque on agit conformément à notre étiquette ou à notre conception de nous-mêmes, même si ce n'est pas nécessairement cohérent avec notre comportement réel. Je donne un exemple. Si quelqu'un se considère comme timide, je suis timide moi, il est possible que cette personne-là, elle évite les situations sociales et se comporte de manière réservée, même si ce comportement de timidité ne correspond pas à ses personnalités réelles. Si par exemple, je dis à un enfant,
toi, tu es quelqu'un de timide. Si tu es timide, tu es timide, l'enfant va se dire, ah bon, je suis timide, donc je vais commencer à me comporter comme quelqu'un de timide, même si je ne suis pas vraiment timide. Eh bien, ce biais de confirmation-là existe chez les adultes, et si quelqu'un se dit, ah, je suis au potentiel, on m'a dit que j'étais au potentiel, donc je suis au potentiel, donc je vais me comporter comme un potentiel. Donc c'est pas plus mal, hein, entre parenthèses, mais on va se comporter comme tel et donc rentrer dans le moule du comportement de haut potentiel, et ça peut biaiser l'analyse de sa véritable personnalité. Okay. Donc maintenant, comment faire pour tester si on est au potentiel ou pas? Parce que la vidéo est longue, mais il fallait que je te donne toutes les informations. Comment faire pour savoir si tu es au potentiel ou pas? Eh bien, il faut prendre ça comme une enquête policière avec des pistes à explorer et des soupçons à élucider. Et au jeu de la vérité sur ton haut potentiel, il y a 3 solutions. Premièrement, il y a la solution dogmatique. Ce sont ceux qui prétendent avoir trouvé la vérité. Oui, j'ai lu un bouquin, je suis au potentiel, c'est comme ça, c'est une vérité, etc. Problématique. Il y a la solution académique, c'est ceux qui prétendent dogmatiquement que la vérité est incompréhensible, on ne peut pas comprendre tout ça, voilà. Et il y a les sceptiques, ce sont ceux qui cherchent toujours à aller plus loin. Et donc, il vaut mieux, dans cette quête de la vérité, choisir l'approche du scepticisme, du sceptique. C'est quoi? C'est le refus d'admettre une chose sans examen critique. Ça veut dire que dans cette analyse, dans cette introspection, il faut que tu restes neutre, froid et critique par rapport à ton profil psychologique. C'est très important ce que je te dis là. Hein. Donc, l'approche holistique que je te propose consiste à prendre en compte la personne dans sa globalité plutôt que de la considérer de manière morcelée avec, par exemple, que le QI. Donc, comment il faut faire? Premièrement, étape numéro 1, c'est le mode d'emploi, passer un bilan holistique ou plusieurs bilans afin d'avoir un aperçu de toutes les facettes de ton intelligence. Et bien sûr, ne pas prendre les résultats pour parole d'évangile, ce ne sont que des pistes. Et deuxième étape, éplucher la littérature scientifique à ce sujet, aussi je dis au potentiel émotionnel, potentiel intellectuel, pour voir si tu te reconnais dans la définition du haut potentiel, toujours de manière neutre, froide et critique. Ok? Bilan holistique, plusieurs bilans, tu peux passer un bilan psychologique émotionnel, un test de QI, etc., ou un bilan holistique complet. Et deuxième étape, lire de la littérature scientifique, des livres, des vidéos, des choses comme ça, pour comprendre la thématique et voir si vraiment tu corresponds ou pas. Maintenant qu'on est à la fin de cette vidéo, que ça fait un moment, on va aller vers la véritable solution. Parce que je te parle de test de QI tout à l'heure, de bilan au potentiel, etc. La véritable solution, je te le dis à toi qui es resté jusqu'au bout, ce n'est pas le bilan. C'est ce qui se passe après le bilan. Ce sont les 5 phases d'intégration du haut potentiel. Parce que beaucoup de personnes disent la finalité, c'est ce bilan, ouf, je sais. Alors qu'en fait, la solution est derrière. Parce qu'après le bilan, il va y avoir 5 phases. Le déni, la colère, la relecture de sa vie, l'acceptation de ce haut potentiel et donc le soulagement. Et ensuite, la 5e étape, l'intégration de ce haut potentiel. Et c'est là que se passe tout le véritable travail, toute la véritable transformation. Donc en fait, ce bilan n'est pas une finalité. Ce n'est pas une finalité. Ce n'est que le début de l'exploration de la douance qui t'amènera vers l'épanouissement. Ok? Donc, pour ceux qui se posent la question, au sein de l'université, on a des bilans de dépistage du potentiel qui sont des bilans holistiques. On a 2 bilans. Le premier qui te permet de savoir, et tous les liens seront en description, le premier te permettra de savoir si tu es sur la bonne piste avant de débourser la somme qu'il faut pour le bilan complet. Ça permet de se dire, ok, entre guillemets, je teste de savoir si je suis sur la bonne voie du haut potentiel. C'est un bilan qui déjà te donne beaucoup d'informations. Et ensuite, on a le bilan psychologique complet de la douance qui là va tester toutes tes intelligences, la visio-spatiale, la mémorisation, l'intelligence émotionnelle qui va tester les troubles associés, etc. Là, c'est très complet. Et là, tu as un taux de fiabilité élevé, bien qu'encore une fois, nous aussi, nous ne sommes pas parole d'évangile. C'est une piste d'exploration.
Donc les liens se trouvent en description. Tu pourras découvrir ces tests, ces bilans de dépistage de l'Université de Haut Potentiel. Sinon, tu vas voir notre bilan ailleurs, si ça te chante. Donc, merci et surtout félicitations d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo. Tu fais partie des rares personnes qui vont jusqu'au bout. On est une communauté, on avance ensemble. L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. C'est Nelson Mandela qui disait ça. Et donc, comme le disait Einstein, encore une fois, la folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Donc, fais les choses différemment. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte réservée aux personnes à haut potentiel qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Donc, si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne spécialement pour toi, et de changer positivement pour faire de cette terre un monde meilleur.